Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors aujourd'hui j'ai les cheveux un peu foufou là parce que ils veulent pas se placer, donc on va faire avec ça. Et puis aujourd'hui je vous fais mon bilan du mois de novembre. Donc tous les livres que j'ai lus, il y en a quand même plusieurs, plus qu'au mois d'octobre, fait que je suis fière de moi. J'ai dépassé mon objectif. Et puis bon, il y a mon chien qui fait du bruit derrière, je sais pas si vous le voyez. En tout cas, c'est très comique. Donc, j'ai lu des romans pour adolescents, j'ai lu des romans policiers, ben un roman policier, j'ai lu une BD, j'ai terminé Le roi disait que j'étais diable au début novembre et j'ai lu aussi mes livres d'école de littérature. Donc, ça fait un bon petit mélange. Alors, on va commencer par le premier qui est La Cité des Ténèbres, Les Anges déçus, Les Anges déchus, le tome 4 de Cassandra Clare. Donc, je vous avais déjà parlé dans une autre vidéo que je pourrais vous mettre en lien dans la barre d'infos de la trilogie. Donc, il y a plusieurs personnes qui appellent ça une trilogie, puis ensuite la suite, parce qu'en fait, il y a 5 tomes. Et puis, dans lui, je vous avais déjà fait un petit... J'avais parlé un peu du livre dans une autre vidéo, comme quoi ça avançait un petit peu lentement, puis que ça traînait. Là, je l'ai terminé, et puis ça a pris... Effectivement, comme j'avais dit avant, beaucoup de temps avant que l'action, que le punch final se déroule. Puis, j'ai pas eu l'impression que les pages précédentes aidaient tant que ça ou j'ai pas l'impression qu'elle tenait en haleine assez pour avoir envie de lire la suite, mais plutôt qu'elle décourageait. Parce que là, il y a beaucoup de temps mort. On décrit beaucoup les changements, mais sans vraiment voir les personnages, parce que là, Jace et Clary s'éloignent, mais on sait pas pourquoi jusqu'à la fin, puis à la fin, c'est comme « Ah, c'est juste ça ». Je l'ai aimé parce que je retrouve un monde que j'apprécie, des personnages que j'apprécie, que je voulais voir évoluer, mais pour le reste, c'était un peu une lecture décevante, c'était une suite décevante. En plus, c'est quand même épais, fait que, je veux dire, si on veut le finir, faut tenir bon, parce que vraiment, c'est vraiment à la fin qu'on nous donne ce qu'on voulait. Tu sais, il y a quand même des petites pièces d'information, pas en rapport avec ce qui va, le mystère de la fin du livre, mais en rapport avec autre chose. On voit Simon évoluer. Simon, c'est le plus comique, puis le personnage le plus présent dans ce tome-ci. J'ai jamais lu autant sur lui que dans ce tome-là. Là. Donc, il est vraiment très présent. Jace, à peine. On le voit quasiment pas. Sa relation amoureuse d'ailleurs avec Clary à cause de ses troubles, parce que il y a des troubles de sommeil, puis c'est pour ça qu'il s'éloigne de Clary parce qu'il fait des cauchemars où il l'assassine, genre. Fait qu'il aime pas ça. J'ai une opinion un peu mitigée. Je veux continuer la série, mais j'ai été déçue par ce tome-là. Voilà. Le deuxième, c'est La princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Alors, ça, c'est un livre du courant littéraire de la préciosité. Donc, quand les femmes, c'est un courant de femmes qui est dans le fond de dire de longues phrases, faire des gros détours verbaux pour dire dans le fond une chose simple qu'on avait à partager. Et ça s'appelle La préciosité. Ce livre-là a été écrit au 17e siècle, donc vers 1655-1660, bref. Et puis, dans le fond, c'est l'histoire de la princesse de Clèves, qui n'est pas un personnage historique, mais un personnage fictif romanesque, et qui va évoluer parmi des personnages historiques. Donc, la princesse de Clèves, c'est quoi sa particularité comme roman littéraire? Ce qui fait qu'on a retenu ce livre-là et qu'on le lit encore aujourd'hui, c'est parce que c'est l'analyse psychologique qui va faire avancer le récit. Donc, toutes les pauses dans la narration, dans l'action, où on va décrire qu'est-ce que la princesse de Clèves pense, comment elle analyse sa relation avec un tel ou quoi. C'est ça qui fait avancer le récit. Puis là, comme je le dis, ça a l'air vraiment pas intéressant, mais ça l'est beaucoup parce que dans le fond, c'est l'analyse de son amour, de sa passion qu'elle a pour un duc de la cour qui s'appelle le duc de Nemours et qui est le parfait gentilhomme qui pourrait avoir toutes les femmes à ses pieds s'il le voulait. En fait, il les a toutes à ses pieds puis il peut choisir comme ça. Et puis elle tombe follement amoureuse de lui, mais ce personnage-là va réussir à résister à cette passion-là pour rester fidèle à son mari qui est le prince de Clèves et rester une personne intègre. Lui va tomber
follement amoureux d'elle. Donc c'est là la difficulté parce que la princesse va devoir résister aussi, en plus de sa passion, à un homme qui l'aime en retour et qui lui dit qu'il serait juste pour elle, mais elle est sûre qu'à un moment donné, il va retourner vers une autre fille, puis ça lui ferait très très mal. Donc, c'est l'histoire d'un personnage qui va réussir à résister à cette passion-là et qui va faire prédominer la raison grâce aux enseignements de sa mère qui l'a prévenue que si elle croyait aux illusions de la vie de cour dans laquelle la princesse de Clèves va être, eh bien, elle va périr, elle va se fourvoyer complètement. La seule chose pour le lecteur qui frustre, c'est qu'on voudrait tous qu'elle accepte l'amour du duc de Nemours puis qu'elle se marie avec lui. On le voudrait tous, mais c'est le but, il faut pas qu'elle flanche. Donc, très bien écrit, lecture très appréciée, que moi j'ai à la collection Folio Classique de chez Gallimard. Maintenant, pour mon roman policier, c'est L'île aux 30 cercueils de Arsène Lupin. Honnêtement, c'est le Arsène Lupin que j'ai lu qui fut le moins intéressant, le plus ennuyant et le plus long. C'est pourtant, c'est lié avec des légendes celtiques. Donc, on dit que sur l'île de Sarek, il y a 30 cercueils, 30 gros rochers. Et la prophétie dit que un jour, il va y avoir quelqu'un qui va tuer 30 personnes puis les mettre dans le cercueil. Et puis, là, ça fourvoie plein de... Il y a des habitants sur l'île, dans nos années. Et puis là, eux, ils croient à la prophétie, puis là, à un moment donné, elle va se passer, mais on va se rendre compte que dans le fond, il y a une explication logique et assez ridicule à tout ça. Pour avoir l'explication, ça prend du temps, et quand on arrive à l'explication, c'est trop long, avec trop de détails inintéressants, trop éparpillé de page en page, des petits détails de la grosse explication dans le fond. C'est le livre où on voit le moins Arsène Lupin. En fait, c'est pas lui le sujet de l'action, ça va être les habitants de l'île de Sarek, plus particulièrement 3 personnes. Et puis, donc une famille qui veut se réunir, là, qui avait été séparée, et puis qui vont se réunir sur l'île de Sarek. Lui, Arsène Lupin, va arriver comme le sauveur. Et à la fin, là, je flippais des pages, puis je lisais en diagonale, puis j'ai rien manqué, là. Donc, c'est pas un livre que j'ai apprécié, mais ça reste un livre de Maurice Leblanc. Je sais pas si c'est à cause de sa notoriété, je vous le conseillerais parce que pour moi, ça reste quand même un flop. Je pense le moins bon livre de Maurice Leblanc, malheureusement. Ensuite, on entre dans le théâtre pour les 2 livres suivants avec Phèdre de Racine que j'ai lu pour la 2e fois dans le fond. Et c'est là où on retrouve la fameuse phrase « Tout me nuit et conspire à me nuire ». Voilà, fallait pas que je me trompe. Alors ça c'est Phèdre qui dit ça. Phèdre qui est marié à Thésée et qui va tomber amoureux de son fils qu'il a eu avec une autre femme. Et son fils qui s'appelle Hippolyte. Oui, Hippolyte. Et donc, lui, Hippolyte, évidemment, il ne peut pas tomber amoureuse aussi de Phèdre. Il faut qu'il tombe amoureux d'une autre fille qui est comme l'ennemi du royaume de Phèdre parce qu'elle vient d'un autre royaume puis elle pourrait menacer sa lignée, dans le fond. Parce qu'elle est quand même reliée à leur lignée à eux, donc c'est comme une menace, là. Hippolyte et la fille qu'il aime, c'est comme des Roméo et Juliette, voilà. Lui va avouer son amour à la fille qu'il aime, mais il faudrait que je lui donne un nom, n'est-ce pas? Elle va s'appeler Aricie. C'est une très belle pièce de théâtre. Moi, j'ai beaucoup apprécié, encore une fois. La 2e pièce de théâtre, c'est L'illusion comique de Corneille. Alors ça, c'est super, avec un punch du genre que j'ai jamais vu de ma vie, que j'ai jamais lu de ma vie. Et l'illusion comique, c'est vraiment le cas de le dire, là. Alors ça, c'est pas ni une comédie, ni une tragédie, mais un mélange des deux. Donc, on va suivre un papa qui a perdu son fils parce que son fils s'est enfui de lui parce que le papa était trop sévère. Le papa s'en va avec son ami chez un magicien qui s'appelle Alcandre et Alcandre va lui montrer où est son fils et qu'est-ce qui se passe. Et là, on va voir le fils qui est amoureux d'une fille. Puis là, ils vont être en danger parce qu'il y a un autre homme qui est jaloux, qui veut pas que le fils du papa qui s'appelle le Primadan sorte avec la fille. Et son fils, comment il s'appelle? Il s'appelle Clindor. Alors Clindor est amoureux de Isabelle. Alors là, finalement, Clindor va être emprisonné pour être mis à mort parce qu'il a été recapturé. Ensuite de ça, après maintes péripéties, je crois que Clindor meurt.
Et là, le papa Primadan, il est tout effaré. « Oh mon Dieu, mon fils est mort, je l'ai perdu. » Et puis, il dit « Je veux me suicider. » Et Alcandre, le magicien, « Ben faites, je vous en empêcherai pas, c'est une action très noble. Mais avant, laissez-moi vous montrer la suite de l'histoire. Vous allez voir ses funérailles. » Fait que, retenez ça, il l'encourage à se suicider, il l'empêche pas, sachant ce qu'il sait. Alors là, ils vont regarder les funérailles. Et là, Punch, je sais pas si je dois vous le dire ou pas. Parce que c'est pas comme si tout le monde allait le lire, là. Mais peut-être que ça vous encouragera à lire. Sauf que si vous le saviez, ça ferait moins le punch de la lecture. Donc, pour ceux qui veulent lire le livre, ok, qui est super bon, ok, ben écoutez pas ce que je vais dire, puis pour les autres, ben attachez vos tuques. Alors, Alcandre montre les soi-disant funérailles à Primadan de Clindor, et puis on voit Clindor vivant qui se porte bien et qui joue sur une pièce de théâtre. Clindor est un comédien. Donc, tout ce qu'on vient de lire, c'était une pièce de théâtre. Son amour n'est pas Isabelle, c'est sa collègue de travail. Et puis, Clindor pratique un métier très honorable qui est le théâtre. Donc là, Corneille valorise le théâtre aux yeux du roi. Là. Il dit, voyez, c'est un métier très honorable. Et là, Primadan, il est tout joyeux, il est très fier parce que son fils a bien gagné sa vie et c'est maintenant un comédien. Donc, Punch, mon Dieu, tout ce qu'on vient de lire, c'était pas vrai. Nous qui s'affligeaient sur le fait que Clindor allait pas être avec Isabelle, ben c'est tout faux. Et là, Primadan, dans le fond, il est comme nous, il est aussi aveuglé que nous. Et Alcandre, lui, ben c'est un maudit trompeur, mais vraiment comique. Donc, illusion comique, voilà. Mauvais jeu de mots, mais bon, ça explique le titre. Hein? Ensuite, on y va avec... Désolée. Voilà. Le roi disait que j'étais diable de Clara Dupont-Moreau, sur lequel j'ai fait un vidéo coup de cœur entier. Donc, vous irez le voir, je vous le mettrai en barre d'informations. J'ai, bref, beaucoup apprécié ma lecture. En résumé, c'est l'histoire de Aliénor d'Aquitaine, femme de Louis VII. Oui, c'est ça, Louis VII. Et puis, elle vient du domaine d'Aquitaine, avec les troubadours, avec le mode de vie un peu plus éclaté que le nord de la France, où est le château, n'est-ce pas, de Louis VII, où tout est beaucoup plus calme, austère. Louis VII qui est un fervent pratiquant catholique, alors que elle, Aliénor, ne veut rien savoir de ça. Elle a le feu en elle, elle veut la guerre, elle veut la passion, elle veut la musique, les arts. Alors, c'est l'opposition entre ces deux personnages-là. On va lire la pensée de Aliénor, une page, et puis celle de Louis VII qui lui répond sur une autre page. C'est très intéressant, et ce qui l'est encore plus, c'est que historiquement, il y a des trous dans les débuts de règne de Aliénor aux côtés de Louis VII, et c'est ces trous-là vides que Clara Dupont-Moreau va remplir. Donc, c'est pas la vraie histoire historique prouvée par des historiens. C'est une invention, une fictionnalisation des débuts de règne de Aliénor, tout en ayant des points de repère historiques. J'ai dit des points de repère. Donc, des points de repère historiques et avec des personnages historiques. Donc, c'est un amalgame de tout ça. Voilà, donc vous irez voir ma vidéo. J'ai fini ce mois de novembre enfin du côté de chez Swann. Ce fut un super premier tome, j'ai beaucoup aimé, il y a 3 parties, il y a un amour de... Non, c'est pas vrai. Il y a Combray, la première partie, donc Marcel, donc pas Marcel Proust, là, mais dans le livre il s'appelle juste Marcel, mais on devine un peu c'est qui. Donc Marcel pendant sa jeunesse à Combray, chez lui. Ensuite, un amour de Swann où on suit un amour de Swann. Et la dernière partie où il se passe quasiment rien, c'est comme si on décrivait un tableau impressionniste. Et puis là, on suit Marcel qui tombe amoureux de la fille, n'est-ce pas, de Swann et de sa stupide femme. Et donc, comme lecteur, on veut pas qu'ils tombent amoureux de leur fille, parce que bien qu'elle soit heureusement la moitié de Swann, elle est aussi la moitié de la mère. Donc, voilà, la dernière partie est plus difficile à lire, mais ça reste un super bon premier tome de toute la série de la recherche. Et puis, j'ai beaucoup apprécié et quand j'aurai le temps, je vais certainement continuer de lire la suite. Et puis, pour ceux qui ont peur des longues phrases, inquiétez-vous pas, on s'habitue au rythme. Et si ça vous tente et que vous êtes motivé à le lire, rien ne peut vous arrêter. Si vous lisez par obligation puis que ça vous intéresse pas, vous allez arrêter assez vite. Ensuite, fameux Rousseau, les rêveries du promeneur solitaire. Rousseau m'énerve.
je l'aime pas trop. C'est dur d'entrer dans son écriture, ok? Parce qu'il arrête pas de se plaindre, il est parano parce qu'il pense que tout le monde l'a rejeté. Puis il est contradictoire dans ce qu'il dit qu'il voudrait faire, puis ce qu'il fait. Les seules parties que j'ai aimées de ses rêveries, que je n'ai même pas terminées, mais presque, c'est quand il décrivait son séjour sur une île naturelle, habitée seulement par un couple de fermiers, et qui décrivait la nature, parce que j'aime bien la nature, puis là il raconte ses découvertes et tout ça, c'est la seule partie que j'ai aimée. Quoique j'ai quand même aimé aussi quand il partait sur ses folies de paranoïa, parce que là on en apprenait un peu plus sur son côté, sur le côté biographique de sa vie. Mais sinon, pour ses réflexions et tout, là, non, pas Rousseau, voilà. C'est pas pour moi. L'avant-dernier, j'ai l'impression que la vidéo est très longue, c'est le prochain épisode de Hubert Aquin, que j'ai commencé à reculons, vraiment. Parce que j'ai un préjugé quand même fondé sur certains livres, certains genres de livres québécois, malheureusement, mais bon. Que c'est pas mon genre du tout, puis je comprends absolument rien des auteurs de ma propre province, là. Et lui, donc, c'est un auteur québécois majeur, donc majeur, ça veut dire que tu comprendras rien, à part comme pour le théâtre. Le théâtre québécois, c'est super, mais les romans québécois, c'est autre chose pour moi. Donc là, j'ai commencé à reculons. C'est un peu compliqué de vous raconter l'histoire, là, mais c'est comme Hubert Aquin qui est emprisonné puis qui va, pour passer le temps, écrire un roman d'espionnage, mais qui n'arrive pas à finir. Puis ce qui lui permettrait de finir le roman, c'est la révolte qu'il demande. C'est la révolte qui le ferait exister, c'est la révolte qui lui permettrait, comme dans son livre, de se réunir avec K, qui est la femme qu'il aime, et qui va être dans le roman d'espionnage, dans le fond. Et puis, lui aussi va se retrouver dans son roman d'espionnage. Et voilà, donc c'est comme un appel à la révolution. Il y a plein de références sur ça, sur le Québec, sur la situation au Québec. Donc, bref, ça s'est avéré être super intéressant. Là, on entre dans le roman d'espionnage. Et puis, Hubert Aquin est un espion et doit retrouver H. de Hertz, qui a plusieurs autres noms, et que sa collègue K, aussi femme qu'il aime, lui demande d'aller rechercher pour son patron. Donc, elle a un patron d'espionnage, puis elle lui dit « Voici ta mission ». Là, il va partir justement à la recherche de H. de Hertz et il va jamais réussir à l'attraper complètement parce que il faudrait qu'il y ait la révolution pour qu'il réussisse à terminer sa quête de H. de Hertz, d'aller chercher H. de Hertz et de le tuer. Et pour pouvoir enfin rencontrer K à l'hôtel d'Angleterre à 6h30 le soir. Donc, il va pas réussir à faire ça, puis il va la manquer. Donc, c'est tout ça, c'est tout. Tout dépend de la révolution qui va les faire exister, puis qui va faire que il va pouvoir réussir à finir son roman d'espionnage et à faire que le détective, l'espion, remplisse sa mission et se réunisse avec la femme qu'il aime. Alors, peut-être que c'est un peu embrouillé comment je le raconte, mais c'est un très bon livre. C'est très intéressant. C'est littéraire, mais c'est compréhensible. C'est comme... Je pense que c'est une réussite de roman québécois pour moi. Je l'aime bien. Et le dernier, c'est une bande dessinée format miniature de Tintin. Alors, c'est Les bijoux de la Castafiore, qui ne connaît pas cette BD-là. Et puis, il fallait la relire pour ma part pour un cours. Et je l'ai pas fini parce que je me rappelle bien de la fin. Et puis, là, je vais vous donner un indice là, pour ceux qui se souviennent un peu de l'histoire. C'est la Castafiore qui arrive à Moulinsart et qui va se faire voler son bijou le plus dispendieux. Voilà, il faut trouver c'est qui a volé le bijou. Puis là, en même temps, dans le village, il y a des gitans que Capitaine Haddock a invités sur son territoire. Donc là, on se demande si c'est les gitans ou pas. Et puis, indice, vous allez trouver le voleur de la pierre dès le premier encadré d'image de la BD. Le voleur est là dans la première image. C'est pour dire comment il y a des problèmes de communication, puis que dans le fond, il va rien se passer toute la BD, parce que si on repère, si vous trouvez où est, puis c'est vraiment facile à voir, si vous trouvez où est le voleur dans la première image, ça explique, ça justifie tout le reste que peu importe ce qui va se passer, ça va mener à un cul-de-sac, parce que c'est pas cette personne-là qu'on pense le voleur, en fait c'est celui
dans la première image. Bref, c'est tout pour raconter rien, pour les problèmes de communication qu'il va y avoir. Il y a beaucoup de problèmes de communication là-dedans. Puis dans le fond, c'est une BD super fascinante. Je l'avais jamais vue sur cet aspect-là. Vraiment, là, pour moi, elle a monté sur un piédestal. Et puis, un autre exemple là, de problème de communication dans la BD, c'est par exemple la marche, une des marches de l'escalier principal de Moulinsort qui est brisée. Et elle représente les problèmes de communication parce que à chaque fois que les gens passent dessus, descendent les marches, puis essaient de marcher lentement ou d'éviter la marche, il tombe à terre quand même. Donc, Capitaine Haddock tombe à terre, Tintin aussi, à un moment donné, tombe à terre juste une fois. Les Dupont, c'est sûr qu'ils tombent à terre parce que c'est comme l'exemple le plus flagrant de communication un peu détournée et tout ça. Mais la Castafiore, elle, qui ne voit rien, qui remarque rien, qui dit le nom d'Haddock 50 fois de manière différente, qu'elle comprend pas qu'on la veut pas à Moulinsort, qui dit qu'elle veut pas que les journalistes l'interviewent, mais que quand on l'appelle, elle dit « Oh oui, venez! » Elle s'aperçoit de rien. Elle est au-dessus de tout, OK? Elle, quand on lui dit « Attention à la marche! » Elle dit « Oui, oui! » Puis elle descend, puis elle tombe pas. Donc, ça illustre un peu c'est qui la Castafiore. Bref, c'est une bonne BD de rien. Super! Alors, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, il y a une prochaine vidéo qui s'en vient bientôt, qui va être ma première vidéo du mois de décembre. Et puis, je me suis amusée à inventer quelques genres de vidéos. Alors, j'espère que ça va vous plaire. Et d'ici cette vidéo-là, eh bien, je vous souhaite de passer une super belle journée. Bye bye!